Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, bienvenue sur le nouveau chemin de la connaissance. Hey, you know what? Les nouveaux chemins font tous les jours des rencontres inattendues en compagnie cette semaine d'Antoine Ravon, Marianne Chassor, Géraldine Mosna-Savoie et Pierre Folliet. À la réalisation Ex Nihilo, Midi à Portis-Guérin. À la lecture impromptue, Jean-Louis Jacopin. Avec aujourd'hui à la prise de son un trio de choc, Sébastien Huel, Benjamin Perru et Yvan Turc. 10h51, c'est désormais l'heure à laquelle vous retrouverez Géraldine Mosna-Savoie et ses 2 minutes papillons. Géraldine qui elle aussi vous donnera à entendre des voix inattendues sur les rencontres entre philosophie et musique, puisque c'est le thème de cette semaine. Troisième temps donc de notre série d'émissions enregistrée le week-end dernier lors du festival Les Inattendus, qui depuis 3 ans, à Tournai, en Belgique, organise des rencontres inédites entre philosophes et musiciens. Après Laurent de Sutter, qui est venu lundi en direct accompagné du pianiste Kim van der Bremt, nous faire l'éloge du silence et de John Cage, après Franck Pierrobon et Carole Beffa, que vous avez entendu hier réfléchir sur la question de la création en improvisation, je vous propose aujourd'hui de découvrir le fabuleux Youssef Sedik, qui va vous initier à la pensée du philosophe et musicien Al-Farabi, accompagné au xylophone par Benoît Chantry. Enfant, à l'école dite à l'époque coloniale franco-arabe, une leçon de lecture dont tous les écoliers de mon âge se souviennent toujours s'est installée en moi comme le net écho d'un rêve irrésolu. Je me prépare depuis, à tous les réveils, à en voir se réaliser l'augure, dans l'espoir d'en être délivré, même dans l'éclat du désastre, celui qui dénoue les tragédies dans le soupir libérateur. Cette leçon de lecture mettait en scène et au premier plan un prince de la cité d'Alep du Xe siècle, Saïf Adwala, dont le seul nom, glaive de l'État, faisait peur aux gamins lecteurs. Il recevait dans sa cour Farabi, philosophe, encyclopédiste et musicologue, et le conviait à prendre un siège. Contre toute attente, le penseur pose une bien surprenante question, celle de la légitimité de la place que l'auguste invitation lui proposait. « Où veux-tu donc que je me mette ? Là où je suis ou là où tu es ?» Puis, s'étant condamné par son impertinence à n'être plus que le fou du roi, le philosophe en virtuose joua de son xylophone une fois et l'assistance se mit à rire. Il joua un autre morceau, et cette fois, tous pleurèrent. Puis il joua un troisième morceau, qui fit sombrer l'assemblée dans le sommeil. Il les laissa endormis
et s'en fut. Concluait ma leçon de lecture. Cette fable nous a montré, très tôt déjà, que nul lieu n'est réservé aux penseurs dans un espace uniquement occupé par le texte des airs. Bonjour Youssef Sedik. Bonjour. Bienvenue sur le nouveau chemin de la connaissance. Vous vous êtes endormi, évidemment. Ça, c'est le pouvoir du xylophone. Hein. C'est Benoît Chantry que l'on vient d'entendre. C'est excellent, vraiment. Voilà, bravo à lui. Il est donc Benoît. derrière vous, sur scène, ici à Tournai. Benoît Chantry, donc, que je présente, qui est un compositeur qui vient de jouer ici du xylophone, qui enseigne au Conservatoire Royal de Bruxelles, qui a été le professeur de Stromae. Je le dis puisque nous sommes en Belgique, donc quand même, précisons-le. Quant à vous, Youssef Sedik, je suis ravie également de vous recevoir. Merci beaucoup, merci. Je salue aussi le public très nombreux qui nous a rejoints ce matin pour vous écouter. Moi, je salue le public, bien sûr, mais Tournai aussi, parce que je ne peux pas m'empêcher de sentir et de vous communiquer que Tournai, pour moi, c'est comme le village résistant d'Astérix. Mais au niveau culturel, elle tient bon. Malgré sa petite dimension, mais elle est vraiment un lieu extraordinaire, magique, où la culture semble vouloir se retirer de la banalité du monde et tenir tête, exactement comme le petit village d'Astérix, tenir tête aux Romains, à ces fous de Romains. Et c'est le cas, c'est vrai, puisque Tournai nous accueille pendant ces quelques jours. Alors, j'ai lu un conte. En fait, c'est un extrait de votre livre. Votre livre s'intitule « Nous n'avons jamais lu le Coran ». C'est un ouvrage excellent, dont je recommande la lecture à tout un chacun. Vous allez en dire quelques mots, puisque nous allons parler d'Al-Farabi aujourd'hui. On va voir le lien. Un livre qu'on trouve aux éditions de l'Aube. Et alors, nous avons choisi de commencer cette émission sur Al-Farabi avec ce conte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? D'abord, c'était un siècle, le siècle de Farabi, 10e siècle. Il est né en 872, il est mort en 950. C'était un siècle extrêmement effervescent, plein de bonnes choses culturelles, mais où l'État, ce qu'on appelle aujourd'hui la dictature, le despotisme, recouvrait tout. Et les philosophes essayaient, avec beaucoup de courage, les philosophes et les poètes aussi. Il avait le plus grand poète de tous les temps chez des Arabes, s'appelle Al-Mutanabbi, dans la même cour de ce prince qui s'appelle le glaive de l'État. C'est pas une blague, hein, il s'appelait le glaive de l'État, Saïf al-Dawla. Et donc il commandait la culture, et ce conte le montre. Mais ce conte-là, où le glaive de l'État a montré qu'il était le dieu de tout, il s'est floué, et le philosophe a fini par se moquer de lui. Et d'abord, avec ce défi, il m'a dit, où est-ce que veux-tu que je m'assoie? Là où tu es ou là où je suis? Et ça veut dire beaucoup de choses. Et finalement, quand il a été obligé de n'être qu'un clown, il a montré sa virtuosité en musique en montrant qu'il lui aussi, il savait manipuler les princes, savait manipuler la force, et que il les a tous, y compris le prince, désarmés de leur puissance en laissant endormis. Et donc, c'est vraiment jusqu'à maintenant le destin du penseur. Il est dans l'oppression, il est dans la faiblesse, la fragilité, dans la faiblesse de ce roseau dont parle Pascal, mais il résiste et il continuera à résister. Voilà pourquoi ce conte, je l'aime beaucoup. Je suis très content pour Adèle. Merci beaucoup que vous l'ayez lu. C'est vraiment un compliment pour moi. Eh ben, écoutez, c'est moi qui suis ravie de le donner à entendre, d'autant que ce conte est parfait pour nous, puisqu'il veut dire deux choses. D'un côté, le peu de pouvoir que possède le philosophe au sein de la cité, au sein de la cour royale, et de l'autre, la puissance de la musique. Et cela, Al-Farabi le sait d'autant plus que c'est un philosophe musicien ou musicologue, comment dirions-nous. Il accomplit côte à côte en parallèle ces deux disciplines. Vous savez, il a eu un destin malheureux, même en Europe. C'est quelqu'un que l'Europe connaissait très bien, pour l'avoir appelé le second maître, Magister Secundus, après le Magister Primus, le premier maître, Aristote. Il a essayé, dans un livre admirable, de réconcilier les deux maîtres, comme il appelle, Al-Hakimain, les deux sages, Platon et Aristote. Bien sûr, il a échoué, mais il était toujours à la marge du savoir. Parce que le savoir était commandé, comme dans un noyau, au sens nucléaire du terme, par le religieux. Le religieux ne laissait aucune place
Et le philosophe était tout le temps dans la périphérie, dans le vague, dans ce que les Grecs appellent l'apeiron, le lieu de l'illimité, de l'indéfini. Et parfois, il est fortement sanctionné, soit par la prison, soit par l'exil. Et c'est peut-être les quelques grands philosophes arabes qui ont énormément influencé, il ne faut pas l'oublier, influencé l'Europe de la Renaissance, l'Europe du Moyen-Âge et de la Renaissance. Ils se sont un peu expatriés dans la pensée européenne et on l'oublie souvent. Maintenant, grâce à des gens comme Alain de Libera, on est en train de les ressusciter et je le salue en passant, ce maître des auteurs français qui est maintenant au Collège de France, il a vraiment donné lieu à une véritable résurrection de la pensée islamique de l'époque du XIe siècle que l'Occident, grâce au XVIIIe siècle, grâce à Kant, grâce, c'est vrai, à une autre révolution de la pensée, ont été oubliés et injustement oubliés. Alors ce constat de l'injustice qui est faite aux philosophes au sein de la cité, un constat qui est à la fois politique et lourd de sens philosophiquement parlant, Al-Farabi n'est pas le premier à le faire. Je vous propose de remonter dans le temps bien avant et d'aller dans la République de Platon, au livre 6 de la République. Nous allons entendre un texte tout de suite interprété par le comédien Jean-Louis Jacopin, un texte qui, à sa façon, de manière métaphorique et non musicale, exprime cette même difficulté pour le philosophe de trouver sa place dans la cité et le désastre qui en découle pour la cité de ne pas savoir reconnaître l'importance des philosophes. Et puis, en écoutant ce texte, peut-être en sortant, Benoît Chantry nous l'accompagnera au xylophone. Écoutez. Représente-toi des matelots qui se pressent sans relâche autour de leur patron, le priant et le harcelant de 100 manières pour qu'il leur confie la barre du capitaine. Le brave patron, ils le réduisent à l'impuissance. Après quoi, ils se mettent à boire et à festoyer, et leur navigation ressemble à ce qui est prévisible avec de tels marins. Par surcroît, ils encensent et appellent navigateur, grand pilote, expert en navigation, celui qui aura eu l'habileté de les aider à devenir des chefs, alors qu'ils blâment en le traitant d'inutile celui qui ne les aide pas. Ils ne se rendent même pas compte que le vrai pilote doit nécessairement se soucier du temps, des saisons, du ciel, des astres, du vent et de tous les éléments qui ont de l'importance dans l'exercice de son art, s'il veut réellement devenir un véritable commandant de navire. Quant à la manière de piloter, avec ou sans l'assentiment de certains membres de l'équipage, il ne croit pas qu'il soit possible de l'apprendre ni par la théorie ni par l'expérience pratique, et par là même d'apprendre la technique du pilotage. Quand pareilles choses se produisent sur des navires, ne crois-tu pas, Adimante, que le vrai pilote sera traité de rêveur, perdu dans les nuages, de bavard, de propre à rien par ces mêmes marins qui ont affrété de la sorte leur navire? Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'examiner ce tableau en détail pour comprendre qu'il représente la situation des cités dans leur rapport avec les vrais philosophes, et pour saisir ce que je dis.
Cette irruption du carillon religieux dans la musique profane qui vient illustrer un texte de philosophie, c'est parfait. Ce sont les rencontres inattendues, Youssef Sedik. Absolument, absolument. Tout s'agence. Mais alors cette métaphore du navire que prend Platon, ou plutôt Socrate, qui explique dans ce texte à Adimante pourquoi dans les étals les philosophes sont déconsidérés. Donc métaphore du navire à bord duquel les matelots seraient indisciplinés et ignoreraient que le pilotage suppose une technique, illustre donc l'absence de place du penseur dans la cité, mais aussi devant ce que vous nommez le vulgaire, en réalité. Est-ce qu'on peut dire que l'utilisation de cette métaphore par Socrate est identique à l'utilisation de la musique par Al-Farabi, qui, devant la cour du roi, se détourne du discours philosophique pour employer une autre manière de s'exprimer afin de toucher les gens? Tout à fait. D'abord, à la même époque, vous savez, pour donner une idée de l'époque de Al-Farabi, une idée très simple avec des chiffres qui parlent, Bagdad à l'époque comptait 1,5 million d'habitants, alors que Lutèce, qui deviendra Paris, comptait entre 5 000 et 10 000 âmes. Et j'ai traduit un livre qui s'appelle Brin de chicane, paru chez Loeb, qui s'appelle La vie quotidienne à Bagdad au Xe siècle, où on dénombre, quelqu'un a compté dans une exploitation agricole que Bagdad consommait 1 million de salades par jour. C'est des chiffres vraiment ahurissants. Donc, il y avait une effervescence énorme. Il y avait ces diables de Karmat, des révolutionnaires qui voulaient tout simplement abolir la puissance, la surpuissance de la religion, qui s'appelle les Karmates, et dont Al-Mutanabbi, dont j'ai parlé, le grand poète, était certainement un membre. Beaucoup de philosophes étaient membres clandestins. Ils ont, figurez-vous, volé la pierre noire de la Kaaba, c'est-à-dire la pièce maîtresse pour le pèlerinage, le 5e pilier. Ils l'ont volé pendant un quart de siècle. Il n'y avait pas de pierre noire, et les gens faisaient le pèlerinage sans la pierre noire. Ils l'ont rendu contre rançon, après, au califat. Donc, il y avait une effervescence absolument digne d'un très grand roman, d'une très grande saga. Et, à l'intérieur de cette effervescence qui va dans tous les sens, social, politique, littéraire, économique aussi, la musique était pour les philosophes la seule échappatoire, la seule planche de salut. Et donc on partait de très loin, on partait des présocratiques, de Pythagore, de tous ceux qui ont pensé la musique dans l'Antiquité, pour arriver en même temps à des gens comme Isaac de Mossoul, Ishaq al-Mawsali, dont on fait aujourd'hui même des reproductions de sa musique. Il y avait de très grands musiciens comme Ziryab, dont on parle aujourd'hui dans les répertoires des Arabes. Et cette tendance à recourir à la musique, c'est un peu une manière de se présenter devant cette société compliquée et despotique, déguisée, du moins vaccinée de toutes les vicissitudes de l'époque. Et ce n'est pas pour rien que l'un de ses ouvrages les plus importants s'appelle Le Grand Livre de la musique. C'est un homme qui a pensé la musique comme instrument, parce qu'il était un grand critique de l'instrumentation, mais aussi théorique. Et on va peut-être, Adèle me l'a dit hors antenne, qu'elle allait lire un texte sur la physique du son. Mais vous révélez tous nos secrets. Alors avant d'en venir à la lecture de ces textes, en effet, on va le lire. Juste un point quand même, puisque vous dites que la musique pour les philosophes de cette époque était comme une planche de salut. Mais on peut aussi y voir du coup l'aveu de l'impuissance de la philosophie. Est-ce que c'est pas une défaite pour la philosophie que de se taire et de changer de discours et de s'exprimer à travers la musique? Non, moi je crois que recourir à la musique, c'est reprendre le langage des lettres, les langages des caractères, des sons de linguistique, qu'on appelle aujourd'hui linguistique, les reprendre par le nombre. Le nombre aussi est un langage. Et ce n'est pas pour rien que, à la même époque, une science immense a vu le jour. C'est celle de l'algèbre. Mais cette fois-ci, elle est native de cette région-là, du Moyen-Orient, à l'époque du Xe siècle. C'était l'algèbre, c'est un nom qui a gardé même sa structure arabe. Al-Jabr, ça veut dire ce qui remet les fractures en place. Et c'est pour ça que l'équation est une manière de lisser ce qui est fracturé, lisser ce qui est épars,
ce qui est dans la dispersion et le rendre cohérent. C'est donc un autre langage, retrouver une cohérence à travers quelque chose que les princes ne peuvent pas atteindre, qui reste invulnérable pour les princes. C'est un autre langage de puissance. Et ça, on va le voir beaucoup plus tard avec Wagner, avec Nietzsche, avec Prokofiev, avec tous les musiciens que nous connaissons, avec Mozart. C'est une manière de parler et de dire la chose sans qu'elle soit censurable. Mais est-ce qu'on dit la même chose? Est-ce qu'à travers la musique, le philosophe dit la même chose de ce qu'il aurait dit par l'écrit? Est-ce que les notes se substituent au concept? Non, non. Au contraire, elle s'échappe du concept pour recourir au concept le plus net, le plus absolu, celui du nombre. Et le nombre régit le monde, régit l'humain. Et si on pense à il a écrit un livre qui s'appelle La classification des sciences, et ce n'est pas la philosophie qui est la reine des sciences comme pour Aristote, pour lui, mais c'est l'astronomie. L'astronomie qui régit ce cosmos et qui le régit par la musique. Il le dit dans son introduction, dans son prolégomène de son livre, Le grand livre de la musique. Il dit que nous vivons, un peu à la suite de Pythagore, nous vivons une musicalité cosmique que la fragilité de l'être humain, peut-être la bêtise, vient chaque jour perturber. Et il faut remonter cette musique absolue du cosmos avec la musique qu'on vient d'entendre aujourd'hui ou qu'on entendra chez Mozart ou Chopin ou Beethoven. Ça me rappelle que Beethoven, un de ses interprètes, après, Capet, quand il a joué l'opus numéro 18, on lui a posé la question après la représentation, après le récital, quand est-ce qu'il a composé Beethoven ces morceaux, ces quatuors? Il a dit, après sa mort. Alors vous avez quelque chose que vous avez dit sur Al-Farabi, sa conception de la musique, on a pu le comprendre, c'est une conception qui est notamment scientifique, puisque vous insistez sur le nombre, hein. Oui. Donc c'était une certaine conception de la musique. On va en entendre un extrait, en effet, je vais lire un texte de la théorie du son, pour vous donner à entendre à quel point il est précis lorsqu'il parle de musique. On est bien loin d'un romantisme effervescent qui laisse les passions s'exprimer. La musique est un phénomène physique, cosmique, vous l'avez dit, hein, Youssef Sedik. Donc voici comment il en parle, c'est la théorie du son. Et Benoît Chantry va peut-être, s'il le sent, hein, illustrer les phrases que je vais lire. Je vais vous laisser l'occasion de glisser des notes. Ou à la fin, c'est comme vous le sentez, ce sont des rencontres inattendues. C'est le fil directeur de cette semaine. Lorsque les molécules de la couche d'air, qui s'échappent sous la pression exercée dans le choc de deux corps, sont fortement comprimées et jointes entre elles, il se produit un son. Le son se produit d'autant mieux et d'autant plus net que cette compression est forte. Plus les corps qui s'entrechoquent sont polis, plus la cohésion de leurs molécules est grande, plus l'air rebondit avec force. L'air lui-même peut d'autre part produire un son quand par exemple il est frappé par un fouet. C'est bien l'air refoulé par le choc de deux corps qui transmet le son. Il meut d'un mouvement pareil au sien la couche d'air immédiatement à sa suite. Le son, de cette façon, transmis d'une couche d'air à une autre, atteint l'air enfermé dans le conduit auditif, puis l'organe qui est le siège de la faculté auditive. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. C'est le troisième temps de notre série d'émissions consacrée aux rencontres inattendues entre philosophes
et musicien à l'occasion du festival Les Inattendus à Tournai, en Belgique, où nous sommes venus enregistrer ces émissions. Et aujourd'hui, c'est le philosophe Youssef Sedik qui nous parle du non moins philosophe et musicien Al-Farabi, accompagné au xylophone par Benoît Chantry. Youssef Sedik, dans sa théorie du son, Al-Farabi semble écrire un essai de physique. Il parle de molécules, de compression d'air. Oui. Et c'est au cœur de la tradition islamique qui a rompu, islamique dans le sens profond du terme. Je prends ici islam, non pas comme religion, mais comme une rupture théorique. Les Grecs donnaient un privilège à ce qui est vision. La preuve, on dit une vision du monde, une théorie, c'est le même mot qui a donné théâtre aussi, c'est la vision qui est privilégiée pour le savoir et la connaissance. Alors que dans ce que j'ai appelé la rupture islamique, c'est l'écoute, c'est l'ouïe qui est très important. C'est pourquoi d'ailleurs ils ont créé un appel à la prière qui est un appel à la prière compréhensible, avec des mots. Ce ne sont pas les tocsins, les glas, comme on entend dans le christianisme. Ce n'est pas la musique qu'on entend dans les maisons d'études du judaïsme, mais c'est un appel précis. Et cela privilégie l'écoute. D'ailleurs, dans le Coran, jamais on ne dit la vision et l'écoute. On dit tout le temps l'écoute et la vision. Et d'ailleurs, il montre dans le Coran comment le corps humain se conçoit dans la matrice maternelle, et il dit nous lui avons donné l'ouïe puis la vue. Et scientifiquement, on est maintenant en train de constater que c'est vrai que dans la constitution de fœtus, c'est l'ouïe qui commence par prendre corps, par prendre existence, avant la vision dans le fœtus. Et pour conclure cette variation, n'oubliez pas que les fils d'Ismaël, c'est les fils de celui que Dieu écoute. Ismaël, en hébreu et en arabe, ça veut dire Dieu écoute. Ça veut dire que l'ouïe est donc le rapport premier au monde, oui. Et Al-Farabi, du coup, ancre sa théorie philosophique dans un univers qui est presque entièrement auditif. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que dans ses écrits sur la musique, il semble y avoir une cohérence parfaite entre sa pensée philosophique et sa pensée, disons, musicale. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce point-là ? Par exemple, il a voulu résoudre cette incohérence historique apparente entre deux grands philosophes comme Aristote et Platon. Il a probablement pas réussi parce que Aristote a fini par gagner dans la pensée arabe avec Averroès, qui est le grand commentateur d'Aristote, celui qui l'a transmis à l'Europe renaissante. Pour cette tentative de concilier les Grecs et de remettre en place ce qu'ils croyaient être une incohérence entre l'aristotélisme et le platonisme, il a voulu présenter une solution autre, une solution différente qui repose sur l'ouïe, sur l'enseignement. Il a écrit un très grand livre qui est maintenant traduit en français, qui s'appelle le livre des lettres, Kitab al-Huruf, et il a donné lieu à une prééminence, une préséance, si vous voulez, de la musique sur le territoire du concept. Et c'est le concept qui sera tributaire de ce qui est musical, de ce qui est cadencé, de ce qui est rythmé, de ce qui est le vrai ordre du monde caché. Mais c'est là où j'en reviens. C'est pour ça que je vous posais cette question-là de la substitution de la musique à la philosophie, puisque si la musique va aider le philosophe, est-ce qu'elle ne risque pas en retour de le dénigrer ? Se rend-il service lorsqu'il montre que la musique peut venir en aide à la philosophie ? Est-ce qu'en tant que philosophe, ça ne conduit pas à baisser son rôle, à diminuer son importance ? C'est pour cela d'ailleurs que Socrate, lui, avait peur de la musique. Pourquoi est-ce qu'il redoute les musiciens au sein de la cité ? C'est parce qu'il est parfaitement conscient du pouvoir ensorcelant de la musique. Et il trouve ça dangereux pour la raison elle-même. Al-Farabi, lui, semble avoir
pris acte de cela et se dire, très bien, du coup, le musicien a une valeur primordiale quasiment. Et donc, que reste-t-il de la philosophie alors dans ce cas? Ce n'est pas une primauté de classification. La musique n'est pas avant le concept. Elle est le bain-marie, si vous voulez, dans lequel le concept va trouver une existence. Et c'est en imitant, c'est une véritable mimésis, en imitant le chiffre, en imitant le nombre, en imitant l'ordre géométrique. Platon ne s'est pas trompé quand il a évoqué que nul n'entre ici s'il est géomètre. L'ordre géométrique doit procéder de la musicalité telle qu'il a décrite physiquement, telle qu'elle est réalité cosmique, et c'est à partir de là qu'une philosophie peut être plus solide, plus saine, plus cohérente. On va retrouver ça plus tard avec Leibniz, avec l'ars combinatori de Leibniz. Ce n'est pas étranger à ce que va devenir la philosophie européenne après. C'est le nombre d'abord, c'est l'ordre de l'harmonie qui donne au concept sa place et sa pertinence. Ce qui signifie donc que le présupposé de base dans cette pensée, dans cette philosophie, est une forme d'universalisme. Puisque si l'on met la musique au premier plan, si c'est le nombre qui règne, oui, alors tout un chacun se trouve à une place qui n'est peut-être pas assignée, mais tout un chacun peut être considéré de manière égale. Et cet universalisme-là, il est très fort, il est très puissant dans la pensée d'Al-Farabi. Et très puissant, surtout que la musique n'est qu'une antichambre, n'est que le portail pour aller droit vers la philosophie et vers ce qu'il appelle la classification des sciences selon un ordre qui part du nombre, de la cohérence cosmique, la cohérence divine. Il ne parle pas de la cohérence divine exactement, mais il en parle d'une manière qui, qu'on dirait aujourd'hui, profane ou laïque. Et le mot divin, je crois même par prudence que les philosophes arabes l'évitaient, par prudence parce que il est réservé comme un monopole du religieux, et donc ils vont s'exprimer en termes de mathématiques. Le grand Dieu, c'est cette mathésis universalis, c'est une manière de dire Dieu, de dire les divins, sans s'immiscer dans les affaires du culte et les affaires du religieux enturbané ou avec une mitre ou avec un chasuble. Mais ça, c'est très important, ce lien avec la religion, déjà parce que nous sommes au Xe siècle, et donc du coup, la philosophie elle-même n'est pas du tout indépendante de toute puissance religieuse. Et puis vous insistez sur l'ouïe, sur la musique, c'est insister aussi sur la parole, sur le discours. Il y a une certaine... Ce qui va être dit à travers la philosophie et la musique va être... comment on dit, va revêtir un certain poids. Al-Farabi fait du penseur une sorte de prophète, comme un messager de quelque chose. Alors, dans quel sens est-ce que cela ne rentre pas en contradiction avec le discours religieux lui-même? C'est extrêmement intéressant. Vraiment, la manière de formuler le problème, ce n'est pas des fleurs que je vous jette, mais c'est exactement la manière qu'il faut, qu'il sied pour poser cette question-là. Les philosophes prennent la religion musulmane, la révélation islamique, le Coran, au mot. Puisque vous dites que Mahomet est le dernier des prophètes, qu'il est la clôture de la prophétie, alors laissez-nous tranquilles. Maintenant, c'est le philosophe qui est le prophète, c'est le penseur qui est le prophète. Vous dites vous-même que le prophète, le messager de Dieu, celui qui tient sa crédibilité du ciel, c'était Mahomet, c'était le dernier. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que Dieu va nous abandonner? Est-ce que avant, il envoyait Jésus aux gens quand la religiosité s'épuise, la spiritualité s'épuise, il envoyait Moïse aux fils d'Israël, etc. Et maintenant que nous sommes 5 siècles ou 7 siècles après le prophète Mahomet, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, les philosophes disent, chacun de nous peut être lui-même prophète. Il a la luminosité, la luminescence, la lumière de la prophétie. Et dans ce cas-là, il est en droit de l'exercer. C'est pourquoi peut-être Averroès a été le dernier, il a été enterré, parce qu'il a été jusqu'au bout de cela. Vous savez, dans le commentaire d'Aristote, Averroès disait quelque chose de terrible. Chaque fois qu'il revient dans un alinéa de paragraphe, il disait « celui qui a élu Aristote » en parlant de Dieu.
Il dit celui qui a élu Aristote, ce qui est une absolue aberration pour un texte islamique écrit en arabe. Il croyait, il était sûr qu'Aristote était un prophète. Et que, à partir du moment où l'islam a dit qu'il n'y a pas de prophète, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, chacun prend le pouvoir de la prophétie et il devient prophète, même s'il ne tient pas ça de Dieu. Et ce que vous dites, donc, est très intéressant. C'est exactement ce que Al-Farabi a commencé. Mais ce n'est pas du tout ce qui a été suivi par la suite. C'est-à-dire les leçons que nous donne Al-Farabi n'ont pas été appliquées. La bagarre continue, la querelle continue. On est là pour ça, pour confirmer cette énorme intuition qu'il faut prendre l'islam au mot. On y croit, d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait après? Le prophète Mahomet n'est plus là, le Coran ne peut pas être suffisant pour éclairer tout ce qui allait venir. Eh bien, nous prenons le pouvoir de la prophétie. Et chacun de nous, chaque individu peut devenir prophète s'il a les moyens. Les moyens, c'est les concepts. Et c'est la pensée, c'est le chiffre, c'est le nombre. Donc c'est le moment où la philosophie remplace la religion. Si chacun est prophète, il n'a plus besoin de religion, il n'a quasiment presque plus besoin de Dieu. Mais encore faut-il en être capable. Et pourquoi pas? Oui, Kant était prophète, c'est évident, sauf qu'il ne tenait pas ça et qu'il ne prétendait pas prendre ça d'une région céleste. Hegel, Marx, Freud, que voulez-vous de plus comme prophétie au sens grec du terme, c'est-à-dire la parole avant, prophète, c'est lui qui lance la parole devant. Que voulez-vous de plus que des gens comme ceux que je viens de citer ou comme des philosophes arabes qui ont vraiment illuminé au moins l'Europe, mais ils ont été enterrés par les leurs, ensevelis complètement. Vous savez, Averroès, qui était le prolongement d'Al-Farabi, Averroès, quand il a écrit son livre, encore une fois, je cite de Libera, traduit par de Libera, le seul livre dont le texte arabe est en regard, publié en livre de poche chez Garnier-Flammarion, c'est le traité décisif, il s'appelle, et traduit par Alain de Libera. Cet homme-là a été complètement oublié pendant 7 siècles par les siens, 7 siècles, jusqu'à ce qu'un orientaliste, un chercheur allemand, Müller, l'a retrouvé au XIXe siècle. Et maintenant, on le connaît que grâce à une résurrection faite par les Européens. Voilà la situation de la pensée européenne, celle dont s'est moqué aussi admirablement et aussi spectaculairement Farabi dans le texte premier que Adèle venait de lire. Ce qui signifie, si je vous suis bien, Youssef Seddik, que si vous en appelez à une forme de prise de conscience du caractère prophétique de la philosophie ou des philosophes, qu'il ne faut pas simplement œuvrer en faveur d'une musicalité de la pensée, musicalité au sens d'une universalité de notre situation en tant qu'humain dans l'univers, mais aussi à une certaine amélioration de notre qualité d'écoute. C'est cela, est-ce qu'il ne faudrait pas essayer d'apprendre à écouter ce qui est dit plutôt que de tenir la parole pour argent comptant, pour ce qui est. La philosophie serait la manière de remettre en question ce que l'on entend et donc du coup de se donner les moyens de comprendre ce qui est dit pour mieux avancer, ce qui implique une qualité d'écoute. Absolument, l'écoute est absolument à lisser et c'est pour ça que je répondrai à ce que vous dites que tout le monde peut être philosophe. Non, tout le monde ne peut pas être philosophe parce qu'il y a beaucoup de bruissement, de bruitage, de parasitage, au sens parfois le plus large du mot. Ce que la politique nous fait maintenant, ce que les bombes pour des petites choses, pour des petites choses pour la pensée. Hein. Je sais que le pétrole n'est pas une petite chose, les mines d'uranium et d'argent, de manganèse, mais chacun de nous a au fond de lui-même la conviction que cela ne vaut pas le massacre d'un enfant, que cela ne vaut pas les larmes d'une mère éplorée. Et chacun de nous essaye, grâce à la philosophie, grâce à la musique, de nous consoler que on tue un enfant ici, on fait pleurer une veuve ou une maman là, et heureusement que ces deux choses-là, et la musique et la pensée, et tourner, nous permettent de dire qu'un jour viendra où on préférera la pensée, le beau au pétrole.
On aurait pu s'arrêter sur cette belle parole, mais on va continuer encore un peu, si ça vous va, Youssef Siddiq, puisqu'on a encore des textes à entendre, à écouter, pour essayer. Là, je vous propose qu'on essaie de questionner ce qu'est devenu Al-Farabi. Vous avez présenté qui il était, quelle était sa pensée, la conception de la philosophie, de la musique, des liens entre les deux. Restons un instant sur cette question-là et voyons comment d'autres philosophes, peut-être plus tard dans le temps, à une autre époque, dans un autre pays, pensent ce rapport entre musique et philosophie, parce qu'il est passionnant et parce que vous n'avez pas tout dit sur la conception qu'Al-Farabi s'en fait. Je vous propose d'écouter maintenant, avec toujours Benoît Chantry à l'illustration musicale, un texte de Rousseau qui lui-même, dans son essai sur l'origine des langues, propose une distinction entre les idées logiques et la musique, toujours dans l'optique d'interroger le rapport entre les deux, de savoir si la musique précède le langage ou pas. Les premières histoires, les premières harangues, les premières lois furent en vers. La poésie fut trouvée avant la prose. Cela devait être puisque les passions parlèrent avant la raison. Il en fut de même de la musique. Il n'y eut point d'abord d'autre musique que la mélodie, ni d'autre mélodie que le son varié de la parole. Les accents formaient le chant, les quantités formaient la mesure, et l'on parlait autant par les sons et par le rythme que par les articulations et les voix. Dire et chanter était autrefois la même chose, dit Strabon, ce qui montre, ajoute-t-il, que la poésie est la source de l'éloquence. Il fallait dire que l'une et l'autre eurent la même source et ne furent d'abord que la même chose. Sur la manière dont se lièrent les premières sociétés, était-il étonnant qu'on mît en vers les premières histoires et qu'on chantât les premières lois? Était-il étonnant que les premiers grammairiens soumissent leur art à la musique et fussent à la fois professeurs de l'un et de l'autre? Une langue qui n'a que des articulations et des voix n'a donc que la moitié de sa richesse. Elle rend des idées, il est vrai, mais pour rendre des sentiments, des images, il lui faut encore un rythme et des sons, c'est-à-dire une mélodie. Voilà ce qu'avait la langue grecque et ce qui manque à la nôtre. Youssef Siddiq, Rousseau s'inscrit dans la lignée des philosophes qu'on pourrait qualifier, disons, les philosophes de l'oreille, les philosophes de l'ouïe, pour qui l'homme est d'abord et une qualité d'écoute et une forme de musicalité qui se donne à entendre. Ce texte est extrêmement fort puisqu'il part d'un présupposé de base qui dit que les passions parlent avant la raison et qu'en d'autres termes, ce que nous pouvons dire ne passe pas d'abord par le langage, ou plutôt, le langage ne peut pas faire l'économie d'une musicalité. Et c'est tout... Et je dis cela alors que les carillons de Tournai se mettent à teinter. Mais je vous en prie, vous pouvez prendre la parole dessus, puisque ce sera la musicalité de votre langage. Oui, c'est toute la philosophie de Nietzsche, celle qui a permis à ce philosophe de mettre en place ce qu'il appelle lui-même un gai savoir qui part d'abord une écriture musicale. Vous lisez Zarathustra est mis comme en partition. Il est mis comme en partition, même échoant mon mère ses aphorismes. L'idée même d'aphorisme est une manière de se référer à la musicalité. Il faut que le concept arrive dans une harmonie, dans une espèce d'écriture qui dépasse l'écriture désordonnée des mots, apparemment désordonnée des mots. Donc, l'Occident a très bien confirmé ce que vous étiez en train de dire, Adèle, puisque le langage précède l'humain, ce que Lacan a montré aussi. Il y a un mystère du langage. Le langage n'a pas été comme la technique, comme les institutions, fait petit à petit d'une manière d'abord primitive et puis plus évoluée. Le langage a été donné d'un seul coup à l'humain
et on ne sait pas comment. Il y a un mystère, une énigme du langage. D'ailleurs, dans la pensée arabe aussi, on le dit, ce que nous disons aujourd'hui n'est qu'une tentative de combiner autrement ce que Adam a reçu, le premier homme civilisé, le premier homme parlant, a reçu d'un seul coup et d'une seule traite, d'une seule fois. Nous avons reçu le langage et après on le remploie. Par exemple, maintenant, si vous allez dans une grande mosquée, dans une grande ville d'Iran ou de Damas ou de Tunisie, vous avez une mosquée que vous qualifiez d'urbanisme et d'architecture islamique. Mais si vous voyez bien, vous trouvez des chapiteaux corinthiens, même des croix, des pierres venant de partout. Et donc, cette mosquée-là, dans son analyse, dans ses pièces, une à une, elle a toujours existé. Mais dans sa forme finale, dans sa forme de mosquée, elle est vraiment un monument islamique, une archive islamique. Mais le langage est tout simplement une redistribution, à chaque fois recommencer, une redistribution de ce que nous avons déjà eu d'un seul coup avec la création. Le langage est l'expression de l'inscription de l'homme au sein d'une temporalité, c'est bien Tout à ça. fait. Parce qu'il faut déplier ce qu'on a eu d'un seul coup, c'est ce que vous dites. Alors l'homme est dans le temps, donc il faut prendre le temps de le déplier, et c'est pour ça que le langage serait là. Mais le texte de Rousseau va plus loin. Il semble dire que les langues ne sont pas égales dans la musicalité. Il se termine, vous l'avez entendu, voilà ce qu'avait la langue grecque et ce qui manque à la nôtre. Oui. Alors là, on est à l'opposé de l'universalisme d'Al-Farabi. Ça veut dire que selon les cultures, les hommes ne parlant pas les mêmes langues ne sont pas égaux dans l'expression de cette musicalité. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, le même Rousseau fait un grand éloge de la langue arabe dans le chapitre appelé Mélodie de la mélodie dans le même livre. Et il dit que la musicalité de la langue arabe, comme de la langue grecque d'ailleurs, est là pour nous rappeler que la musique est première et que le souci de faire harmoniser les sons d'une parole, les sons utiles d'une parole, les sons qui disent quelque chose, qui disent un message, mais les organiser selon une musicalité prouve que la tendance à siffler, à gazouiller, à entendre le vent, les vagues, à entendre le cosmos est première par rapport à cette tendance que nous avons à formuler et articuler ce que le lexique appelle une langue. Voilà, et là vous me faites penser à un texte d'Alembert qui est dans des fragments sur la musique en général et sur la nôtre en particulier, qui dit ceci: « Nous regardons en général le chant des oiseaux comme la marque de leur joie. Il paraît donc que la joie était le premier sentiment exprimé par la musique. L'idée de la mesure est bientôt venue, non par le chant des oiseaux, qui ne connaissaient point la mesure, mais peut-être par le bruit des marteaux que certains ouvriers frappent harmonieusement en cadence. » Quand on dit que la musique est première, ça veut dire aussi que l'homme est égal, ou oui, était mis au même niveau que les animaux, puisque la musique est celle de la nature au fond et pas celle de l'homme. C'est aussi une sacrée leçon d'humilité pour l'homme. Ce texte d'Alembert est très étonnant parce que la métrique pour faire des poèmes chez les Grecs, le rythmos, le bon rythme, est né à partir du bruit des pagaies, à partir des bruits des trirèmes des navires quand on avance avec l'eau et en faisant bouger les pagaies d'un navire. Et les Arabes disent que c'est venu aux théoriciens de la métrique, de la mesure des poèmes, à partir, justement, comme dit d'Alembert, à partir de son passage rue de la Forge. Et il entendait le marteau sur l'enclume et le rythme qui change de chaque fois. Et c'est comme ça qu'il a fait la prosodie en arabe. Et d'Alembert le confirme, c'est vrai, que la musique est première, absolument, pour donner lieu au langage.
merci Benoît Chantry, un grand merci Youssef Siddiq pour cette discussion. La musique est première, ce sera donc la conclusion de la pensée d'Al-Farabi et c'est pour ça que nous terminons avec la musique. Et merci à vous, cher public, nombreux d'être restés sous, alors il n'a pas plu, mais dans ce froid et d'être encore là. Merci à vous, c'est nous qui vous applaudissons. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Encore 2 minutes, papillon. Il est l'heure de retrouver sans plus attendre Géraldine Mosna-Savoie, qui, elle aussi, depuis Tournai, vous donne à entendre des rencontres inattendues entre philosophes et musiciens. Mesdames, Messieurs, bienvenue au 3e Inattendu, au Festival Philosophie et Musique. Simplement essayer de me laisser porter et de transmettre une forme de quintessence avec des sons par rapport au monde arabo-musulman. Je l'ai un peu fréquenté, mais pas de là à apporter un commentaire sur un fond scientifique, pas du tout. Et donc je me suis laissé aller entre des impressions et des émotions telles qu'elles m'ont été apportées par les interventions de Youssef. Pour ma part, c'était un peu comme si j'étais autour de la table, devant le micro, et on me donne la parole. C'est exactement comme si je faisais un commentaire sur ce que j'ai entendu, ou comme si je voulais étayer les propos des autres intervenants. Maintenant, la place de la musique en général dans ce genre d'intervention, d'échange, j'ai envie de dire qu'elle peut parfois dire ce que les mots ne parviennent pas à dire. J'ai joué sur le rapport entre la consonance et la dissonance par rapport à l'univers. Le mirage est toujours fidèle au rendez-vous. Nous sommes donc tous des mirages? Oui, mais nous existons quand même. Nous sommes créés et recréés tous les jours, et au-delà de nos jours. Une émotion n'est jamais que, dans son étymologie, c'est un mouvement vers l'extérieur, simplement parce que tout d'un coup l'être humain, de façon inconsciente, entre en vibration avec un phénomène extérieur, mais qui lui est un phénomène scientifique. La musique est un phénomène physique que l'homme s'est approprié d'une certaine façon pour en faire un art. Merci beaucoup Géraldine. Les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude. On se retrouve demain pour la suite et fin de cette semaine consacrée aux rencontres inattendues entre philosophie et musique. Demain, ce sera la philosophe Barbara Cassin qui viendra vous parler de nostalgie, accompagnée de la chanteuse lyrique Martine Reiners et du pianiste Eugène Galland, toujours à l'occasion du festival Les Inattendus qui s'est tenu le week-end dernier à Tournai en Belgique et où nous sommes allés enregistrer cette série d'émissions. J'en profite pour remercier Didier Plateau, grâce auquel le festival Les Inattendus peut voir le jour chaque année désormais depuis 3 ans, ainsi que Bruno Coppens et la totalité des équipes du festival Les Inattendus pour leur accueil irréprochable le week-end dernier. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous y attendez de bibliographie et téléchargement, car en effet, vous pouvez réécouter et télécharger, podcaster cette émission pendant 1000 jours. Pour l'heure, vous écoutez France Culture, il est 10h54. C'est l'heure de votre nouveau rendez-vous, le Temps des libraires, par Christophe Onodibio. Et puis à 11h, Culture Monde, par Florian Delorme.